Le 19e siècle est le siècle qui a inventé la notion de siècle. Mais comment marquer son début, sa fin, et comment le définir? Tous les historiens ne sont pas forcément d'accord. Madeleine Rébériou, ancienne vice-présidente de l'établissement public du musée d'Orsay, et Pierre Nora, professeur au Collège de France, accordent devant nous leur violon. Je dirais que c'est au moins 4 grandes choses. C'est l'avènement de la démocratie politique, c'est l'avènement du capitalisme industriel, c'est l'avènement de la conscience historique et nationale, et c'est l'avènement de la culture de masse. C'est au moins 4 grandes nouveautés sur lesquelles nous vivons encore et qui nous paraissent à la fois rapprocher le 19e et l'éloigner de nous. Et le début du siècle, 1801 ou la Révolution française? Le 19e siècle, on peut le faire commencer en 1789, si on prend comme point de départ l'avènement de la démocratie politique et l'avènement des États-nations. Si on prend comme point de départ l'avènement du capitalisme industriel au niveau européen, alors milieu du 19e. Si on prend comme point de départ la culture de masse, milieu du 19e, pas de problème. On est dans le musée d'Orsay. 1848, c'est le suffrage universel que personne n'arrivera à faire disparaître en France. Or, suffrage universel, ça veut dire la culture de masse. Il n'y a pas de suffrage universel possible sans l'école, l'édition de masse, la diffusion de la culture. La vérité, c'est que avec le premier siècle, qui a conscience d'être un vrai siècle, c'était dans le 19e quand même, commence cette accélération de l'histoire dont je vous parlais, dont nous sommes, qui nous emporte complètement, et qui fait qu'au fond, il y a eu plusieurs siècles en un. Dans le 19e, je crois que Madeleine sera d'accord avec moi, il y a 2 ou 3 siècles. Il y a plusieurs siècles et surtout ça dépend dans quel pays on est. Parce que pour le moment nous sommes en France, nous évoquons la situation française. Mais si on essaye d'évoquer le monde, alors au début, la fin du 19e siècle devient très compliquée. Parce que à 100 ans de distance, le monde a totalement changé. L'idée de mettre Balzac et Proust, ou Louis-Philippe et Jean Jaurès, qui vous est cher, dans le même siècle, ça fait un drôle d'effet. Oui, mais l'idée de mettre, ça fait encore plus un drôle d'effet, si on admet qu'au début du XXe siècle, on entre dans l'ère non plus du capitalisme industriel, mais du capitalisme financier mondial, c'est-à-dire que la dimension du capitalisme industriel est déjà en train de passer à ce qu'on appelle mondialisation du capital aujourd'hui. Et ça, c'est déjà visible au début du XXe siècle. Et d'autre part, dès le début du XXe siècle, on sait que la colonisation ne va pas tenir. On sait, en tout cas nous, qui lisons cette époque, nous le savons. Nous voyons craquer la colonisation de tous les côtés. De tous les côtés. Et de ce point de vue, on peut dire que la fin du XIXe siècle, c'est le début du XXe. Mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de savoir finalement de quoi on parle. Oui. Parce que si on parle histoire totale, même en nous limitant à la France, alors tout ce que dit Pierre est parfaitement fondé. Bon. Si on évoque les arts, la littérature, alors la fin du XIXe siècle, elle ne coïncide plus du tout avec la Première Guerre mondiale, laquelle n'est pas du tout une coupure dans le domaine des arts ni dans le domaine de l'écriture. Alors à ce moment-là, il faut dire que le 19e s'achève entre 1905 et 1907, au moment où Picasso peint Les Demoiselles d'Avignon, où Apollinaire dit « après nous sommes là de ce monde ancien ». Vous voyez ? Bon, donc au moment où les écrivains, les peintres, les créateurs ont le sentiment qu'un monde s'achève. C'est l'ébranlement d'un monde. Cela dit, ça ne me choque pas du tout, personnellement, qu'on mette toute la Révolution française dans un 18e dont il est la fin, la conclusion. La Révolution a été faite par les hommes du 18e. C'est l'esprit du 18e qui triomphe à la Constituante et dans la Révolution. Même le premier Bonaparte, si j'ose dire, est un homme du 18e, il n'y a pas de doute, même si c'est l'inventeur d'un certain 19e. Donc moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on mette la Révolution française dans le 18e. C'est une question de convention. La seule chose sûre, c'est que le 19e ne commence pas en 1800 et le 20e en 1900. Mais à part ça, c'est une question fine, si vous voulez, qui dépend de ce qu'on l'envisage et qui n'est de toute façon une injure pour aucun des événements d'être classés dans un siècle ou dans un autre. Aucun problème. On peut dire aussi, enfin moi je pense qu'il commence plutôt en 89, le 19e siècle, à cause de la démocratie politique, à cause du démarrage de systèmes politiques
et de l'intervention des milieux populaires dans la vie civique qui vont se développer pendant tout le 19e, à cause des pratiques civiques simplement. Quand est-ce qu'on manifeste, quand est-ce qu'on porte des pétitions, quand est-ce que... Bon, ça c'est la Révolution française. Toutes nos pratiques civiques du 19e et même du 20e prennent leurs racines là. Mais du point de vue par exemple des arts ou de l'écriture, c'est vrai que 1815 est une date beaucoup plus importante parce que la chute de l'Empire désespère les créateurs. Ils sont désespérés, évidemment. Hein, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon. Ils ont perdu le seul grand homme. Et en même temps, ils sont libres d'écrire, ce qu'ils n'étaient pas libres de faire au temps de l'Empire. Alors, d'un côté, ils sont libres, d'un côté, ils sont désespérés. Mais ça donne Stendhal, Chateaubriand, qui avait commencé avant, enfin, Stendhal, Chateaubriand. Les gens qui sont à la fois fabuleusement intéressés et désespérés. Ça donne aussi Fourier, Saint-Simon. Hein, toutes ces choses qui étaient impensables entre 1800 et 1815, qui le deviennent tristesse, nostalgie et liberté. Qui vont ensemble. Ensemble, le seul grand homme de notre histoire, évidemment que c'est Napoléon. En même temps, si vous voulez admettre que commence avec le 19e, le moment où les hommes ont su qu'ils faisaient l'histoire. C'est-à-dire que ce qu'ils faisaient appartiendrait d'une certaine façon à l'histoire. Alors il y a une date et une seule, c'est le 14 juillet 89, dont Péguy lui-même disait que dès le lendemain, on a commencé à commémorer le 14 juillet et que le 14 juillet est sa propre commémoration d'une certaine façon. C'est-à-dire que ceux qui le faisaient savaient qu'ils faisaient le 14 juillet. Et ben alors à ce moment-là, c'est vraiment une date qui a changé l'histoire des hommes, l'histoire du monde et où le 19e est là, tout entier. Mais peut-être quand même, donc, il faudrait prendre conscience de ce que, y compris quand on veut faire de l'histoire totale ou de l'histoire globale, de l'histoire où tout est confronté, l'histoire où on ne privilégie pas, par exemple, l'art et la littérature sur la société et sur la politique, eh bien, on est obligé de dire que ça ne marche pas au même rythme. Voilà. Non. On est obligé de dire que le grand point de départ artistique du 19e siècle et esthétique et littéraire, c'est 1815, et que le grand point de départ politique, c'est 1789. Et pour la fin, c'est la même chose. Le grand moment tournant des arts, de la littérature. Non, art et littérature, c'est 1913, déjà avant 1907. 1905-1907. C'est 1905-1907. Mais le grand tournant, où s'affiche la mondialité, où s'affichent les catastrophes, à partir de quoi vont naître à la fois le fascisme et le communisme, c'est 1914.